Donc, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Mariam Dembélé. Je représente aujourd'hui l'association Amicale du Nid 93. Je suis responsable d'un centre d'hébergement d'urgence qui accueille des femmes victimes de violences conjugales, accompagnées d'enfants qui ont été co-victimes et témoins des violences. Donc, ces familles sont orientées par le SIAO 93. Donc, nous avons 41 places d'hébergement, 14 femmes et 27 enfants. Donc l'idée du projet, c'était de prendre en compte justement les enfants qui ont été co-victimes et témoins des violences. Donc c'est-à-dire que dès que ces familles sont admises au sein du CHU, il y a un accompagnement psychologique qui est fait, avec de faibles moyens, bien sûr. On a 4 heures par semaine d'une psychologue pour accompagner les femmes, et 4 heures, les 14 femmes, et 4 heures pour une psychologue qui accompagne les 41 enfants. Voilà. Donc, ce qu'on propose en fait à ces familles, c'est une mise en sécurité, un accompagnement social global, c'est-à-dire avec toute la sphère administrative, juridique, dans tout ce qui est démarche administrative, et l'accompagnement aussi vers le logement des droits communs s'il y a possibilité, ou orientation vers un autre dispositif. Donc là, sur l'année 2020, on a ouvert quand même le 18 mars 2020, si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, sur l'année 2020, nous avons pu faire sortir, il y a 5 femmes qui sont sorties du dispositif sur les 14. Il y a eu un retour au Sénégal parce que justement, au vu des violences intrafamiliales, on va dire que la famille, en tout cas, a pris le dessus, donc cette personne a préféré retourner au Sénégal. Il y a eu une où il y a eu l'éviction du conjoint, donc elle a pu récupérer son domicile. Il y a une famille qui a préféré retourner chez son agresseur, et il y a 2 familles qui ont eu droit à un logement de droit commun via le dispositif Un Toit pour elles. Donc quand on vous parle de violence conjugale, on l'a déjà entendu ce matin, violence conjugale, ce n'est pas que l'agression entre monsieur et madame, mais en fait je pense que cette violence, elle est de multiples dimensions, c'est-à-dire qu'il y a l'excision, le mariage forcé, les violences sexuelles, violences physiques, violences psychologiques. Ça englobe en tout cas pas mal de choses. C'est-à-dire que les femmes, nous, qui arrivent au sein du CHU, elles arrivent avec... comment vous expliquer ça ? C'est une violence qui est tellement extrême que c'est très difficile de les accompagner à s'insérer dans la société. Donc, certaines des femmes que nous avons eues au sein du CHU ont eu un parcours migratoire, c'est-à-dire qu'en général, sont éloignées du parcours de soins. Pourquoi ? Parce que y a la situation administrative, il y a l'état psychologique, physique, et puis il y a aussi la barrière de la langue. On en parlait ce matin. On se retrouve souvent en difficulté avec cette barrière-là. Donc, quand il y a la barrière de la langue, comment... comme elle disait la collègue tout à l'heure, comment on peut parler des cycles des violences ? Comment est-ce qu'on peut parler comment vous dire ? De tout ce qui est accompagnement social, tout ce qui est accompagnement administratif, tout ce qui est en lien en tout cas avec les violences, c'est très difficile. Donc je voulais aussi, dans un deuxième temps, remercier Madame Myriam Safouette, qui intervient au sein du CHU une fois par mois, parce qu'en fait, elle fait office d'interprète quand même, avec les femmes qui viennent du Maghreb, là, d'Afrique du Nord. Donc du coup, elle les accompagne aussi au niveau de la santé. Donc du coup, quand on dit barrière de la langue, effectivement, c'est un frein institutionnel. Parce que cette barrière-là, elle fait que ces femmes-là, elles n'ont pas connaissance de leurs droits au niveau de la santé, elles n'ont pas connaissance des différents dispositifs existants. Donc du coup, c'est un gros frein. Et comme elle disait Madame Waka ce matin aussi, c'est que de par ce frein institutionnel, on manque énormément de moyens au sein des établissements. Nous, dans notre centre d'hébergement, il y a une équipe pluridisciplinaire, mais je vous explique que pour les 41 personnes qui sont hébergées, il y a une éducatrice de jeunes enfants, une animatrice à mi-temps, 2 postes d'assistante sociale, mais il n'y en a qu'une seule parce que vous le savez tous qu'il y a pénurie d'assistantes sociales, donc c'est très difficile. Et avec la Convention 66, vous comprenez bien qu'il est difficile de recruter. Donc du coup, et une maîtresse de maison. Donc avec tout ça, il faut accompagner ces femmes victimes de violences conjugales avec toutes leurs problématiques, avec tout ce qu'elles ont vécu derrière. Parce que comme je vous ai dit, il y a eu la violence au sein du couple, mais il y a eu des violences bien avant. Donc du coup, c'est un tout, c'était vraiment...
c'est un tout en tout cas à travailler. Donc du coup, il est important de savoir que la santé, c'est un droit pour tous, c'est un état de bien-être au niveau psychologique, social et psychique, et que quand il y a justement cette barrière de la langue, comment est-ce qu'on fait? Parce que voilà, on manque de moyens, donc du coup, pour trouver des interprètes, comment est-ce qu'on fait? Donc du coup, là aujourd'hui, j'ai 2 femmes qui sont hébergées au sein du CHU qui ont souhaité venir s'exprimer un petit peu par rapport à ce que je vous ai dit, le parcours migratoire et le parcours de soins. Voilà. Et autre chose que je voulais dire, c'est que par rapport à la santé, on a eu un partenariat, nous, avec l'association Migration Santé, qui intervient 1 fois par mois au sein du CHU, justement pour accompagner ces femmes victimes de violences conjugales, pour travailler autour de la sexualité, du bien-être, de la contraception, de la parentalité et les informer sur différents thèmes. Ça peut être au niveau de la prévention du cancer du col de l'utérus ou par rapport au cancer du sein. Parce que voilà, tout ça, c'est une difficulté, et c'est une difficulté existante, c'est une difficulté au niveau du soin et au niveau de l'accompagnement social. Voilà. Après, toutes les femmes que nous accueillons ne sont pas tous issues du Maghreb. Voilà, il y a, dans le niveau des violences, comme on le disait ce matin, je pense qu'il y a un petit peu de tout. Nous avons 50% des femmes qui sont en situation régulière et 50 qui ne le sont pas. Les 50 qui sont en situation régulière, voilà, on arrive à faire des choses, à les accompagner socialement, on arrive à les accompagner vers la sortie, à ce qu'elles puissent accéder au logement de droit commun. Et il y a d'autres situations où les personnes qui sont en situation irrégulière, il est très difficile. C'est vrai qu'elles sont femmes victimes de violences conjugales. Il y a des choses qui se font, mais c'est toujours difficile pour ce public-là. Là, il y a l'ordonnance de protection. J'accompagne une dame au sein du CHU qui a eu une ordonnance de protection, mais comme il n'y a pas d'accord entre la France et l'Algérie, madame n'a pas pu être régularisée. Donc du coup, elle n'est pas régularisée, ça fait 18 mois qu'elle est au sein du CHU, et elle ne peut rien faire, elle est bloquée. Donc expliquez-nous comment est-ce que vous voulez qu'on accompagne une personne comme ça. Pardon ? Oui, j'ai entendu son discours il n'y a pas longtemps, mais je veux dire que voilà, aujourd'hui, c'est vrai, il y a pas beaucoup de centres d'hébergement d'ouverts, ça c'est sûr. On arrive à faire des choses, mais qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui sont en situation irrégulière? C'est-à-dire qu'au niveau socialement, il est difficile de les accompagner, et au niveau du soin, ça reste aussi compliqué. Voilà. Mariam, venez, il y a une question là-bas, allez-y. Juste là, à gauche. Bonjour, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit juste avant. Vous avez parlé d'un retour d'une famille chez l'agresseur, et je voudrais savoir ce qu'il en est de la protection des enfants. Vous m'entendez? Ah, d'accord. Écoutez, en fait, c'est une retour en famille, c'est une personne qui est arrivée chez nous, elle n'a même pas fait 15 jours. Donc, du coup, elle est partie immédiatement. Donc, en fait, nous, quand il y a les départs, on accompagne. Parce qu'on se dit que quand on sort de chez l'agresseur, il peut y avoir plusieurs allers-retours. Donc, du coup, c'est important de répondre aux besoins de la personne. Et que, voilà, si elle revient, qu'on puisse l'orienter vers d'autres dispositifs. Donc, ce n'est pas une personne qu'on a gardée en prise en charge pendant très très longtemps. Elle est partie au bout de 15 jours. Donc, du coup, on n'a pas eu le temps de faire de diagnostic social, ni de faire le relais par rapport à la protection de l'enfance. Voilà. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Alors, juste là-bas. Elle est là. Non, la Giovanni. juste là. Elle est là, Giovanni. Voilà, madame. Levez la main. Il y en a deux, alors il y en a une au milieu, puis il y en a sur à droite là-bas. Allez-y. Bonjour. Oui, moi je suis Marie-Pascale Mignon, je suis bénévole à la CIMAD, je m'occupe de l'asile. Et je voulais revenir sur, donc après ce qu'on a entendu de ces dames, sur un autre type de parcours migratoire particulièrement difficile et
très souvent aussi vouée à l'échec quand il s'agit d'obtenir en France la protection de l'OFPRA, de la CNDA, c'est celui des prostituées. Nous avons affaire souvent à des femmes qui sont arrivées d'Afrique et qui ont été esclavagisées véritablement par des réseaux de prostitution. La prostitution a commencé très très souvent depuis le pays d'origine, qui est souvent le Nigeria, et s'est poursuivi en Italie jusqu'à ce qu'elles arrivent en France. Et ce qui se passe, c'est, je pense que l'amicale du Nid connaît bien le problème, c'est qu'en France, elles sont prises dans une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire qu'elles doivent faire la preuve d'un parcours de sortie de la prostitution complet pour avoir la moindre chance d'obtenir la protection de la France. Or, elles ne peuvent pas. Alors ça, du fait d'autres choses dont vous avez beaucoup parlé, elles ne peuvent pas effectuer ce parcours, pour la plupart d'entre elles, du fait du manque de moyens des associations qui n'arrivent pas à les accompagner, ou au moins dans des délais qui leur permettent de faire leur demande d'asile, de mener à bien leur demande d'asile. Et si elles n'ont pas fait la preuve que ce parcours de sortie de la prostitution a été fait, elles sont bien sûr déboutées et elles sont renvoyées au manque de moyens de survie et donc à la prostitution. Et ça crée vraiment des tragédies épouvantables. Voilà, donc vous connaissez très bien le problème, vous et quelques autres associations. Et est-ce que vous voyez les moyens d'améliorer ça ? Je pense que je suis comme vous là aujourd'hui, j'ai pas de réponse. Après, c'est vrai que l'amicale du Nid accompagne plutôt plus des femmes dans la spécificité, par rapport au système prostitutionnel et accompagne dans le parcours de sortie. Sauf que moi, mon dispositif, c'est plus des femmes victimes de violences conjugales. Et que la dame en question a été victime de violences au pays et ici. Et malgré qu'elle ait pu... par rapport au récit, en tout cas, ça n'a pas été assez concordant pour eux. Donc, du coup, ils ont fait un refus. Donc, du coup, madame, elle risque un OQTF quand même. Voilà. Donc, voilà. Les solutions, pour l'instant, on n'en a pas. Il n'y a pas trop de baguettes magiques. Donc, nous avions une question là-bas. La jeune dame là-bas, et puis il y a une question ici. Voilà. Juste arrêtez-vous là, ici, voilà. Et après il y a une question ici. Pardon. Merci. En fait, c'est pas une question en tant que telle. Je voudrais juste partager un sentiment. Il y en a plusieurs travailleurs sociaux, certainement dans la salle. Et la situation de la dame, elle m'a rappelé, elle a remué un peu le couteau dans la plaie par rapport à la posture dans laquelle souvent nous, travailleurs sociaux, on se retrouve entre l'usager qui attend de nous. Il y a une certaine relation de confiance qui s'est installée. Quand elle vient vers nous, elle attend des réponses à ses questions. Elle attend des réponses à ses besoins et à ses demandes. Mais nous, derrière, on se retrouve dos au mur par rapport à la normalité, à la loi, qui veut que tout le monde ait les mêmes droits et qui veut qu'on respecte ces lois-là. Sauf qu'il y a la spécificité de chaque situation. Il y a une complexité dont il faut quand même tenir compte, mais malheureusement qui n'est pas prévue. On a dit il faut avoir fait tel nombre d'années en France, il faut avoir fait ci et ci et ci pour accéder à un titre de séjour. Sauf qu'il y a des situations particulières. Il faut tenir compte de ces particularités-là. Moi, en tant que travailleur social, je me retrouve dans un questionnement où quel est mon rôle ici si je ne peux pas répondre, si je ne peux pas donner des réponses à la personne qui est en face de moi, qui croit en moi. Je me sens impuissante, je me sens incompétente, je me sens en fait quasiment nulle. Je me demande quel est le rôle, quel est le motif de ma présence là. Je ne sais pas si tout le monde a souvent eu ce sentiment-là, ou parfois j'ai envie de changer de métier.
Après, je pense que les travailleurs sociaux, voilà, on fait comme on peut, et je pense que le public qu'on accompagne, ils savent qu'on fait comme on peut, d'accord. Après, voilà, on travaille pas seul, hein, nous, on travaille beaucoup avec la municipalité, avec la ville de La Courneuve. Donc du coup, par rapport à des situations complexes comme ça, nous, on en parle, comme elle disait la collègue ce matin sur les réunions CLSPD. Et on en parle en tout cas avec les élus. Donc du coup, voilà, il y a des choses qui vont se faire. Le maire a été informé de cette situation. Donc du coup, voilà, il y a des choses qui vont se faire. Après, voilà, on promet rien derrière. On va donner de notre maximum, on va faire ce qu'on peut. Maintenant, je pense que le public sait qu'on fait ce qu'on peut. Parce que c'est vrai que pour l'ordonnance de protection, cette dame-là, voilà, elle est sortie, on lui a dit, voilà, vous aurez l'ordonnance de protection. Elle a fait les démarches nécessaires, elle est sortie de l'appartement avec son enfant, elle s'est retrouvée en CHU. Et pour qu'au final, quelques mois après, on lui dise, bah, madame, il n'y a pas d'accord entre la France et l'Algérie. Vous comprenez? Donc elle sait très bien que ce n'est pas les travailleurs sociaux, ce n'est pas nous qui faisons la loi, il y a une loi, il y a des lois à respecter. Et donc du coup, voilà, mais je pense que, voilà, j'espère bien qu'on va finir par trouver en tout cas une solution. Dans tous les cas, pas que pour elle, je pense que c'est pour toutes les femmes victimes de violences qui sortent du domicile. Il faut leur trouver des solutions parce qu'elles ont subi des violences administratives, économiques et tout ce qui va avec. Et quand elles se retrouvent dans une institution, on a l'impression qu'elles revivent encore cette violence. Il y a ce cycle de violence qui revient encore une fois parce que madame est en situation irrégulière. Donc du coup, oui, il faut trouver des solutions, mais je pense que ça ne dépend pas de nous. Voilà. Encore une question, là, le monsieur là-haut. Il y a un monsieur qui a demandé la parole. Et après, donc, on passerait à la dernière intervention. Monsieur, vous voulez prendre la parole? Je suis aussi, avec mes collègues de la CIMAD, on traverse beaucoup cette situation des femmes qui aussi débutées de demandes d'asile, à la fois par l'OFRA et par la CNDA. Mais moi, je ne perdais pas d'espoir. Quelquefois, même s'il y a un QTF, il faut qu'on aille jusqu'au bout de notre réflexion. Même s'il y a un QTF, on peut les attaquer, le QTF, avec un avocat, et on peut les gagner. Je pense qu'on peut les gagner. Simplement, il faut... Moi je ne connais pas le parcours de madame avec son enfant. Il faut tout essayer. Moi, je pense qu'il y a toujours un espoir. Même quelquefois mini, on peut la gagner. Parce que la situation de dame qui est aujourd'hui à la fois handicap, à la fois son enfant, je pense qu'il y a des solutions. On peut même aller plus loin que ça. On peut ouvrir le dossier de nouveau par l'OFRA avec ce qu'on appelle un réexamen d'un dossier qui est mal ficelé ou mal fait correctement. Mais pour faire un réexamen, mes collègues ils savent, il faut avoir des éléments nouveaux qu'on puisse leur apporter pour qu'on puisse aller ou devant l'OFRA de nouveau ou devant quand il y a un examen, devant le tribunal pour montrer les solutions. Toujours un espoir. Il faut garder, mes chers collègues et mes chers amis, il faut vraiment garder l'espoir. Si on n'est pas là, eh bien, on n'hésite pas. Moi, je garde l'espoir, toujours une solution à trouver pour toutes les femmes et toutes les femmes qui sont victimes de violences, quelles que soient. Voilà. Merci. Donc Myriam.